Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va attendre un petit peu, quelques minutes pour que les gens puissent venir sur la conférence. On va attendre quelques instants. On va commencer, il est 18 heures. Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc je m'appelle Pierre, je serai votre médiateur pour cette conférence intitulée Pouvoir et religion mise en scène dans le monde romain, 218 avant Jésus-Christ, 250 après Jésus-Christ. Merci de vous être rendu disponible pour cette conférence de l'hiver de l'histoire-géographie. Donc pour le bien de la conférence, je vous demanderai à tous de bien éteindre vos caméras et vos micros pour ne pas interférer au bon déroulement de cette conférence. Donc rapidement, pour présenter l'association, donc Histoire d'en parler a été créée en 2017 par 3 étudiants en histoire. Le but de l'association est de vulgariser l'histoire-géographie et de la rendre accessible au plus grand nombre par le biais d'événements organisés dans des cinémas ou dans des salles de conférence, mais aussi avec des ateliers qui sont créés et développés dans le milieu scolaire pour les jeunes publics. Donc, à l'heure actuelle, l'association est composée d'une trentaine de bénévoles et reste ouverte à toutes et à tous les passionnés d'histoire-géographie. Donc, notre devise, c'est l'histoire-géographie par tous et pour tous. Et depuis les confinements, nous avons rajouté partout, puisque maintenant nous sommes présents sur Internet. Donc, en lui-même, l'hiver de l'histoire géo se définit comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différentes périodes, de différents sujets. Donc, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Stéphanie Willer, maître de conférence en histoire et anthropologie des mondes romains à l'université Paris Diderot, Paris 7. Donc, Stéphanie Willer est membre du laboratoire Amina. Elle est spécialiste en anthropologie des images et en religion romaine, en particulier les cultes à mystère sous la République et le Haut Empire. Donc, la conférence de ce soir portera sur la mise en scène des rapports entre pouvoir et religion en temps normal, mais aussi en temps de guerre civile, où l'efficacité de la protection des dieux devient un enjeu particulier pour la légitimation d'un pouvoir qui doit s'imposer sur ses concurrents. Donc, à la fin de l'exposé, vous aurez la possibilité de poser des questions à l'intervenante. Pour cela, il faudra soit vous manifester dans le chat pour que je vous active votre micro, ou alors vous pourrez poser la question directement sur le chat et Stéphanie Willer vous répondra. Je vous demanderai de n'utiliser le chat pendant la conférence que pour des soucis techniques et je vous demande enfin de bien garder vos micros et vos caméras éteintes. Donc, merci à tous et Stéphanie Willer, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et bravo pour cette association. Et donc, je vous propose de parler, vous l'avez compris, d'une question qui intéresse en particulier ceux qui préparent les concours, le CAPES et l'agrégation. Donc, j'ai initialement prévu un intitulé large, donc pouvoir avec un S entre parenthèses, religion avec un S entre parenthèses, mis en scène dans le monde romain sur toute la période couverte par le programme du CAPES. En réalité, ce que je voudrais faire, c'est insister sur la question de la mise en scène de ces questions de pouvoir et de religion. Donc, je vais faire un focus particulier sur la période donc, des guerres civiles, comme ça a été précisé, et notamment des guerres civiles du 1er siècle avant notre ère, pour essayer de faire un focus et pas se perdre sur une chronologie trop large. Mais je voudrais surtout insister sur une question de méthodologie sur ces logiques de mise en scène. En réalité, je vais plus insister donc sur cette question de mise en scène. Et donc là, j'étais un peu rapide, mais voilà, l'actualité brûlante, vous aurez sans doute reconnu cette image qui montre donc une scène qui a été jouée, si je puis dire, hier avec Joe Biden qui prête serment sur la Sainte Bible, une Bible de Douai, donc qui a été imprimée, traduite en France, et donc ça c'est une Bible
du 19e siècle, je crois, qui appartenait à sa famille, qui appartient à sa famille, donc qui est dans sa famille depuis plus d'un siècle. Hein. Du coup, alors, bon, vous voyez, évidemment, les jeux anachroniques sont énormes. Hein. Il ne s'agit pas du tout de faire un rapprochement trop hasardeux sur ce que l'on pourrait trouver dans le monde romain, mais on a précisément ici une image de la mise en scène de cette, du pouvoir et de la religion. Hein. Il y a le pouvoir américain, la présidence américaine est une forme de pouvoir qui a partie liée aux religieux, hein, donc, différemment de ce qu'on peut trouver par exemple en France, et très différemment de ce qu'on trouve à Rome dans l'Antiquité, ça vous en avez bien conscience. Mais c'est assez intéressant de voir donc, que c'est un des éléments qui ressort sur la couverture médiatique de l'événement de l'investiture du président de la République américaine hier, et qu'on voit donc dans cette mise en scène à la fois une tension, si vous, enfin, en tout cas une articulation plutôt, c'est pas une tension, c'est une, ça s'articule très bien au contraire, entre quelque chose de très institutionnel, hein, la prestation de serment sur la Bible, c'est tout à fait normal, classique, tous les présidents le font, et une forme de personnalisation, et cette personnalisation, c'est précisément la nature de cette Bible, de ce livre, cet objet qui, au-delà du symbole de la prestation de serment sur le principe chrétien, est donc un objet qui appartient à sa famille, qui le définit comme catholique dans un pays majoritairement protestant. Hein, et donc, en réalité, on a commencé à faire couler beaucoup d'encre sur ce choix. Mais donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est cette articulation entre le côté institutionnel, donc extrêmement attendu, classique, normal, sur lequel on ne s'arrêterait pas puisque ça fait partie des différentes étapes de l'investiture d'un président américain, et ces petits détails qui vont effectivement personnaliser et donc définir une forme du pouvoir par le religieux. Hein. Donc, alors, je ne sais pas si ça influera sur la politique de Joe Biden ou pas, l'histoire nous le dira, mais vous voyez que dans ces mises en scène, le message d'ensemble est évidemment central, mais les détails sont aussi extrêmement pertinents à observer dans de la tradition et de la tradition en général. Donc voilà, donc là c'était pour le clin d'œil de l'actualité et en guise d'introduction sur ces problématiques qui sont évidemment tout à fait essentielles. Donc, on monte dans le temps pour arriver à notre période romaine antique, notre large période romaine antique, républicaine et impériale. Et donc, je vous disais que ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je voudrais vous proposer comme piste de lecture, mais plus méthodologique que pour vous proposer un contenu, parce que là, je ne crois pas que c'est le format pour vous faire un cours sur... vous avez par ailleurs des cours pour cette question au concours. Hein. Donc, c'est une proposition de problématisation méthodologique sur cette question des mises en scène. Alors, mise en scène par le pouvoir, mise en scène du pouvoir, alors, des pouvoirs, hein, j'ai joué sur les S, hein, je ne reviens pas, voilà, il y a plusieurs types de pouvoirs, vous avez des jeux d'échelle entre le pouvoir des magistrats, le pouvoir du pater familias, etc. Donc là, vous avez, si vous voulez qu'on revienne sur ces questions-là, on pourra le faire dans les discussions, mais je passe rapidement maintenant. Sur la question de religion, alors moi je vais m'intéresser à en réalité une seule religion, ce que j'appelle religion, c'est-à-dire le polythéisme. Hein, donc voilà, donc là aussi vous avez beaucoup de questionnements. Donc je ne vais pas tellement m'intéresser au monothéisme, qui peuvent être éventuellement qualifiés de religions différentes, mais la religion globale, c'est le polythéisme, et après chaque communauté, chaque cité, chaque famille a ses propres panthéons avec ses propres cultes, hein, mais tout ceci peut être intégré dans une même catégorie de la religion polythéiste des Romains de l'Antiquité. Donc voilà, je me débarrasse de ma question des S.
entre guillemets. Donc, c'est la mise en scène qui m'intéresse. Le monde romain va m'intéresser aussi parce qu'on va faire des allers-retours, justement, entre Rome et notamment le monde grec. Hein, donc on va regarder ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais notamment dans la période des guerres civiles entre donc les Césariens et les Césarécides d'une part, entre Marc-Antoine, autour de la figure de Marc-Antoine d'autre part, quand ça s'opposera à Octavien également. Mais donc voilà, donc le monde romain, je vais le prendre de façon relativement large, même si je n'englobe pas évidemment l'ensemble, hein, et donc on va rester essentiellement sur le 1er siècle avant notre ère. Donc, ça c'est pour les cadres généraux de ce que je vais vous présenter. Cette question de mise en scène, par contre, mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu plus. Ce que j'appelle mise en scène, donc ce sont des dispositifs visuels, hein, donc qui vont faire qu'un pouvoir, le pouvoir, va se montrer. Donc alors, puis dispositifs visuels, aujourd'hui en anthropologie, on s'intéresse plus à la polysensorialité, hein, donc je vais insister sur le caractère visuel, mais il faudrait dire aussi sonore, olfactif, etc. Hein, donc dispositifs d'ensemble qui se basent beaucoup sur le visuel pour montrer le rapport de ce pouvoir à un culte, à une divinité, à un dispositif religieux. Hein. Donc, ces mises en scène, hein, ça va être tout ce qui va être de l'ordre du spectaculaire, hein, que vous pensiez à un sacrifice. Hein, un sacrifice, bien sûr, c'est un spectacle. Vous savez que ce n'est pas une religion de l'intériorité, hein, le polythéisme romain, le polythéisme antique en général. Donc, effectivement, ce n'est pas à l'intérieur des temples qu'on va procéder à ces rituels, c'est dehors, sur l'autel, devant la foule des participants, etc. Donc, il y a tout un caractère spectaculaire qui est tout à fait essentiel. C'est vrai des processions, c'est vrai des triomphes, c'est vrai de l'essentiel, vraiment de tout, en réalité, toutes les manifestations religieuses, donc orchestrées, articulées avec le pouvoir. Hein. Je vais surtout m'intéresser, on jouera sur cette frontière, mais je vais surtout m'intéresser au culte public. Hein. Donc, effectivement, cet aspect collectif, public et visualisé, publicisé est tout à fait essentiel. Donc, c'est ce que j'appelle le dispositif visuel, mais qui pose une question, évidemment, c'est la question des sources. Hein. Vous savez, en tant qu'historien, c'est tout à fait central. Comment est-ce qu'on peut voir au sens antique du terme de l'évidentia, le fait de faire une évidence, c'est le fait de faire voir. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut faire voir ces spectacles religieux émanant du pouvoir? Hein. Donc, évidemment, on a là, comme toujours, hein, des textes, des images et de l'archéologie pour reconstituer ces dispositifs spectaculaires. Mais je voudrais m'intéresser en particulier à un type de source qui vous plaît moins en général en tant qu'historien, ce sont les images. Hein. Donc, vous voyez bien le rapport, évidemment, dans la mise en scène, dans les dispositifs visuels. Donc, ce sont les sources iconographiques sur lesquelles je voudrais un petit peu insister. Mais on ne fera pas que ça, hein. Bien sûr, on croisera aussi des textes. Hein. Je ne ferai pas d'archéologie cette fois-ci, mais encore une fois, la discussion peut être tout à fait ouverte après mon propos. Donc, ces mises en scène, donc, comment est-ce qu'on les voit? Comment est-ce qu'elles sont représentées dans les images? Et ça soulève une question qui est récurrente dans ce que l'on voit, ce que l'on lit chez les étudiants, mais aussi chez certains chercheurs, c'est la question des images de propagande, hein, et de la propagande en général. Hein. Est-ce que des images émanant du pouvoir, hein, on a relativement peu d'images n'émanant pas du pouvoir, émanant alors de qui d'un contre-pouvoir, on en a très peu. On a ce jeu-là éventuellement pendant les guerres civiles. C'est pour ça que ça va nous intéresser en particulier. Mais donc, la plupart des images dont nous disposons, des sources iconographiques, émanent du pouvoir. Sont-elles pour autant des images de propagande? Hein. Donc, c'est une vraie question
à laquelle on va s'intéresser en particulier à partir d'un article de Paul Venn. Vous connaissez tous Paul Venn. C'est un article assez tentaculaire. Je vais vous en dire un mot et pour vous parler des concepts intéressants qu'il dégage pour pouvoir justement, encore une fois, d'un point de vue méthodologique, vous permettre d'approcher les images que vous croiserez donc dans ces termes d'images de propagande ou non, si ce ne sont pas des images de propagande, quel est le statut de ces images. Donc on va commencer par réfléchir sur ces questions. Et donc le focus sur les guerres civiles du 1er siècle, je vous en ai déjà touché un mot, donc c'est ce qui va nous intéresser en particulier, mais encore une fois, ces considérations pourraient tout à fait se poser. Alors, il y a mutatis mutandis, on peut parler latin, peuvent se poser sur la période républicaine. Le 1er siècle est encore une période républicaine, mais avant les guerres civiles, et peuvent bien sûr s'étendre à la période impériale de votre concours. Alors, si, donc, comme je vous l'avais annoncé, on s'intéresse à cet article. Alors, cet article, il est, donc encore une fois, c'est presque une recherche en soi de comprendre, de voir ce que c'est. Il a 3 titres différents parce qu'il a été écrit 3 fois par Paul Venn. Donc, je ne sais pas, vous êtes plus ou moins familier de cet auteur, qui est toujours extrêmement utile à lire. Il écrit pas que des choses vraies, mais il est toujours extrêmement stimulant intellectuellement et il pose souvent des questions absolument centrales. Et surtout, il remet sur le métier sa réflexion, en particulier quand sa réflexion a suscité des réactions parmi les chercheurs, ce qui est le cas de cet article, donc ce qui fait qu'il va à la fois répondre en réécrivant, retravaillant certaines parties aux attaques ou aux discussions qu'ont suscité la publication, les publications de son article remanié, une première fois et une seconde fois remanié. Et par ailleurs, donc lui-même réfléchit, reformule, etc. C'est un esprit qui n'aime pas se figer comme une image dans le marbre, une image romaine dans le marbre. Donc du coup, vous avez 3 versions de cet article. Vous voyez, la première version, c'est de 1990, la deuxième de 2002, la dernière de 2005, je ne crois pas qu'il l'ait réécrit. Et vous voyez que le titre change. Le premier titre était assez obscur, propagande, expression roi, image, idole, oracle. La deuxième version permettait de voir un peu plus de quoi il s'agissait, lisibilité des images, propagande et apparat monarchique dans l'Empire romain. Et la troisième version, donc dans son livre que vous connaissez sans doute, l'Empire gréco-romain, donc il y a un recueil de plusieurs de ses articles importants, et donc celui-ci qui a été encore une fois remanié, But de l'art, propagande et faste monarchique. Alors, de quoi parle Paul Venn dans cet article ou ces articles? Je me base sur la dernière version, c'est peut-être si je devais vous en conseiller une lecture, je vous conseillerais la dernière, qui est peut-être un tout petit peu plus claire à lire. En réalité, justement, donc vous voyez que le terme de propagande apparaît dans les trois titres, donc c'est tout à fait central, et c'est justement une réflexion sur ce que peuvent être des images de propagande, en particulier donc dans les images émanant de l'Empire, les images représentant l'empereur en particulier. Il ne s'attarde pas spécifiquement à la question religieuse, mais évidemment la question religieuse est intimement liée dans la mesure où vous savez que l'empereur à Rome se fait représenter donc sous dans bien des configurations le reliant aux religieux. Si on était si vous pouviez réagir directement, je vous poserais la question à quoi pensez-vous, bien sûr, mais que ce soit donc l'empereur en tant que membre des collèges sacerdotaux, je vais vous en montrer des exemples, l'empereur modèle de piété, donc notamment l'empereur sacrifiant, vous avez beaucoup de
représentation de l'empereur sacrifiant, l'empereur protégé, ou en tout cas en relation directe, privilégiée avec une ou plusieurs divinités. Vous en avez bien sûr beaucoup d'exemples. Auguste avec Apollon, Dioclétien avec Minerve. Enfin, vous avez chaque empereur a sa ou ses divinités protectrices particulières qui sont mises en scène dans différentes formes iconographiques. Et puis, dernier aspect, les divinisations des empereurs. Donc, après leur mort, vous le savez, certains empereurs peuvent obtenir la divinisation du Sénat, et donc ça va être aussi, bien sûr, mis en image à la fois le processus de divinisation et ensuite le dius, l'empereur divinisé, qui va être intégré au Panthéon, avec un statut particulier, avec les autres diwi, les autres empereurs divinisés et membres de la famille impériale qui ont aussi reçu le même honneur. Voilà, donc la relation imagée entre l'empereur et le religieux, évidemment, est extrêmement abondante et varie. Donc là-dessus, en lisant l'article, vous-même, vous pouvez tout à fait appliquer toutes ces questions. Alors, d'une façon plus générale, effectivement, donc, qu'est-ce qu'on peut entendre par propagande et en quoi Paul Venn oppose cette idée de propagande à ce qu'il appelle, vous voyez, dans une première expression roi dans la première version, apparat monarchique dans la deuxième, faste monarchique dans la troisième. Donc, il préfère finalement, il se focalise sur faste, en tout cas en 2005, dans sa dernière version la plus récente. Et donc tout ceci, c'est quel est le but de l'art, si on reprend son article. C'est-à-dire à quoi servent ces images, qu'expriment ces images, sont-elles des images de propagande? Je vous le dis tout de suite, il récuse pour l'écrasante majorité, il ne refuse pas pour toute forme d'image romaine, mais pour les représentations des empereurs, et en particulier des empereurs dans leur relation avec les dieux, il récuse l'idée de propagande. Donc vous-même réfléchissez d'une manière générale quand vous utilisez le terme de propagande. Alors, dans le monde romain, chez les correcteurs, les spécialistes du monde romain, voilà, ça fait partie de ces termes délicats à manier. Donc, si vous devez l'employer, mettez au moins des guillemets pour savoir qu'il y a discussion sur la pertinence de ce concept. Et puis, encore une fois, c'est une réflexion qui peut vraiment s'étendre aux différentes périodes historiques. Ce que fait d'ailleurs Paul Venn, il fait beaucoup de comparaisons avec des périodes extrêmement variées. Alors, alors je vous synthétise un peu cet article, parce qu'il est vraiment très foisonnant, il est très, très difficile à résumer. Donc, je vous synthétise, moi, une partie qui m'intéresse. Donc, encore une fois, ce n'est que partial et partiel. En réalité, donc, il va s'intéresser à la question alors, il va proposer à la fois une sémiotique et une pragmatique des images. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il ne faut pas se braquer sur des termes un peu parfois désagréables en fonction de vos cursus. La sémiotique de l'image, ça va être le sens, le contenu, si vous voulez, de l'image, le message qui est véhiculé par cette image. La pragmatique de l'image, la pragmatique du regard, ça va être la manière dont on va voir effectivement ces images. Donc, c'est deux questions qu'il faut toujours dissocier, qu'on ne fait en généralement pas. Donc, encore une fois, j'ai choisi de parler de ce sujet parce que vous n'êtes pas toujours très à l'aise avec les sources iconographiques. C'est vraiment un matériau extrêmement riche, en particulier sur la question au concours cette année. Donc, une image, c'est à la fois donc, un message et à la fois un objet qui porte ce message. Et la façon dont ce message va être passé va dépendre, bien sûr, de la manière dont on appréhende cet objet porteur, cet objet support de l'image. Et donc, ce que Paul Venn établit, d'une part, c'est que, alors quelque chose de très, très classique, je vous ai mis un petit schéma, parce que j'aime bien, parce que le visuel, vous aurez compris, mais donc un petit schéma qui propose, sous la forme d'un triangle, trois acteurs de l'image. D'une part, le commanditaire, celui qui a
conçu l'image, celui qui a demandé l'image, celui qui a payé pour l'image, donc c'est le pouvoir en l'occurrence. Ça peut être l'empereur, ça peut être le staff de l'empereur, les conseillers en iconographie de l'empereur, hein, suivant les cas. Alors je dis l'empereur parce que c'est ce que dit Paul Venn, vous pourriez très bien appliquer ça aux magistrats républicains, hein, ça marche exactement de la même façon. Donc le commanditaire, qui a une intention quand il veut émettre une image, évidemment, il a un message à passer au sens très large du terme. Il va passer par le truchement d'un artiste, d'un artisan, qui va adapter la demande du commanditaire à ses techniques et à ses propres traditions. Hein, lui-même quelquefois, il pourra y avoir un dialogue entre commanditaire et artiste, mais nous, ce n'est pas là-dessus qu'on va insister. La plupart du temps, on ne connaît pas les artistes, ils ne signent pas et on ne connaît pas la part qu'ils ont prise effectivement. Donc, on va surtout s'intéresser à la relation entre le commanditaire et le troisième membre de ce triangle, à savoir le ou les récepteurs, le public, si vous voulez, le spectateur, ceux qui vont voir cette image, effectivement, qui sont tout à fait passionnants, mais est-ce qu'un romain lambda est suffisamment cultivé pour comprendre toutes ces allusions? Vraisemblablement pas. Donc, si tant est qu'il ait pris le temps de regarder ces images. Et enfin, donc, alors, dernière question, ça va être quelle action cette image, quel effet cette image produit sur ce spectateur, c'est-à-dire quel était initialement le but du commanditaire en faisant une image, c'est-à-dire d'aller de provoquer. Alors, provoquer quoi? C'est là où on va avoir cette opposition entre propagande d'un côté et faste monarchique de l'autre. Est-ce qu'il veut convaincre, dans le cas de la propagande, le public du bien fondé du pouvoir par un rapport religieux, par l'explicitation des rapports entre les dieux et le pouvoir? Est-ce qu'il veut exprimer, manifester simplement une image du pouvoir sans entrer dans un processus de conviction, hein? C'est donc l'autre aspect qui va orienter vers la question du faste monarchique. Et donc, on va avoir cette opposition, si vous voulez, qui est tout à fait pertinente d'une manière générale sur les images du pouvoir en histoire, à laquelle il est beaucoup plus difficile de répondre. Donc effectivement, vous voyez que l'acte de communication, alors je vais revenir aussi sur le premier point que j'ai un peu laissé en suspens, à savoir est-ce que les récepteurs, les spectateurs voient ou non ces images. L'argument de Paul Venn, hein, je vous avais mis la colonne Trajane sur la diapositive précédente, j'y reviens, hein, la colonne Trajane, donc je ne fais pas le détail des 23 spires qui s'enroulent et qui montrent donc les campagnes de Trajan contre les Daces. Je vous ai juste mis, alors je ne sais pas si vous avez le temps de le noter ou pas, mais vous le retrouvez facilement, hein, vous avez proposé sur YouTube un montage qui a été fait à l'occasion de l'exposition d'Alésia à Rome du Musée archéologique national de Saint-Germain-en-Laye, puisqu'ils ont des moulages de la colonne Trajane, hein, ce qui fait qu'ils ont scanné ces moulages et ils les ont montés, si vous voulez, en petits films continus. Donc, je vous invite à le faire parce que ça dure, je crois, une demi-heure, si je me souviens bien. Et donc, vous pouvez regarder l'ensemble des reliefs de la colonne Trajane. Si vous préparez le CAPES ou l'agrégation, notez à chaque fois que Trajan est représenté dans une situation liée au religieux, qu'il soit en train de sacrifier, qu'il y ait des apparitions divines, donc notamment le dieu Danube qui est incarné, qu'il y ait des omens, des omina, des présages avec un personnage qui tombe de cheval, etc. Vous avez comme ça plusieurs allusions religieuses. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Mais donc, pour revenir à cette question de la lisibilité mise en
en question par Paul Venn, eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on voit concrètement quand vous êtes le spectateur réel, avec quelques touristes sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit de ces images de l'empereur sur une telle colonne, hein. En réalité, vous ne voyez pas grand-chose, hein, si tant est que vous essayez de regarder, vous ne voyez même presque rien, hein. Vous pouvez voir la statue, alors là, ce n'est pas la statue de Trajan, hein, c'est la statue de Saint-Paul, je crois. Donc, la statue originale de Trajan, évidemment, vous voyez bien qu'il s'agit de Trajan. Si vous regardez un peu les premières spires qui sont accessibles, vous voyez bien qu'il s'agit de bataille, de l'armée et de Trajan, hein. Donc le message d'ensemble, si vous voulez, passe, le détail ne passe absolument pas, hein. Ce qui fait qu'effectivement, ça pose question sur le but de ce type d'image. Et donc, c'est là où vous voyez qu'on arrive donc à la question qu'il faut que vous vous posiez sur la nature de l'acte de communication, à savoir, est-ce qu'il s'agit est-ce que le commanditaire a l'intention de provoquer une action sur le récepteur, une action du type conviction? Est-ce qu'il veut convaincre le récepteur, par exemple que Trajan est l'Optimus Princeps, le meilleur prince, que Trajan est un bon empereur, que Trajan mérite d'être là? A priori non, parce que les spectateurs ne vont pas voter pour un deuxième mandat de Trajan, hein. Trajan, c'est l'empereur, il a réussi ses campagnes, la construction du forum de Trajan le manifeste, et donc effectivement, ces images-là, ce n'est pas pour emporter la conviction des spectateurs. Et c'est en cela qu'il ne s'agit pas d'image de propagande. L'image de propagande, elle a pour vocation donc de convaincre, d'une part bien fondée, des spectateurs de ces images, et donc d'entraîner une adhésion. Donc ça peut être un vote en période républicaine, peu en termes républicaines dès l'époque romaine en réalité. On n'a pas tellement d'images de candidats, hein. Il y en avait peut-être, mais on n'a pas tellement de traces, hein. C'est plutôt, on a des images du pouvoir en place, encore une fois, hein. Donc, la plupart des images, et surtout des images impériales qui représentent l'empereur, ne sont pas là pour convaincre que c'est le bon empereur, qu'il a sa place, que l'empire c'est bien, etc. De tout ça, qu'il soit convaincu ou pas, enfin, c'est un état de fait qui est peu remis en question. Donc, au contraire, alors, les images, du coup, si elles ne sont pas des images de propagande destinées à emporter la conviction des spectateurs et donc provoquer une action, soit ces images peuvent être informatives, c'est-à-dire qu'elles vont transmettre une information qui est le nouveau portrait de l'empereur. Vous savez que ça change régulièrement. On peut avoir comme ça des différents contenus informatifs sur l'action de l'empereur. Pensez aux monnaies, hein, quand vous avez mon exemple m'échappe, c'est Septime Sévère qui... ah zut! Bon, bref, je ne sais plus l'empereur, j'aurais dû réviser, qui célèbre les jeux séculaires et donc qui manifeste sur le met en image sur des monnaies, sur des aurei, des monnaies en or qu'il va diffuser dans l'Empire. C'est effectivement une forme d'information, de dire à Rome, on a célébré et on commémore le fait que l'empereur ait célébré un sacrifice à la grecque dans le cadre de ces jeux séculaires. Et je suis désolée, ça ne me revient pas. Vous me rappellerez, vous me rappellerez dans les questions. Donc voilà, donc il y a une manière d'information. Et enfin, ce que Paul Venn appelle le faste monarchique, c'est une forme d'expression, et donc avant tout, c'est sa thèse dans cet article, qui est discutable encore une fois, mais qui est intéressante à questionner. Donc la plupart des images de l'empereur sont la manifestation de son pouvoir, c'est le faste. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit luxueux, hein. On a du marbre, on a des matériaux tout à fait importants, il faut que ce soit mis en scène dans des dispositifs importants, dans des temples notamment, dans des statues sur le forum.
Et donc, effectivement, ça manifeste, c'est une image du pouvoir en soi, si vous voulez. C'est ce faste, c'est ce qu'on attend du pouvoir, et donc qui exprime, qui confirme ce pouvoir. Donc, vous voyez que ces images du pouvoir ne sont pas du tout des images de propagande, mais des images qui continuent ce qu'on attend de la manifestation du pouvoir. Donc, effectivement, en termes religieux, ça s'applique parfaitement. On attend de l'empereur qu'il soit pious, plein de piété. Pour ceux qui ont souffert l'année dernière sur la dissertation d'agrégation, il doit être plein de piété. Et donc, on aura des représentations de l'empereur, capite velato, la toge sur la tête, en train de faire un sacrifice. Pensez à la statue d'Auguste, la Bicana, par exemple. Voilà, donc à chaque fois qu'on met une figure du pouvoir en train de sacrifier, vous représentez ce qu'on attend de cette figure du pouvoir, qui est qu'il soit pieux et donc accomplisse les sacrifices selon la norme. Toutes ces images sont normales. D'accord ? Voilà, donc là, je pense que j'ai mis en place quelque chose qui doit pouvoir vous aider vraiment à la fois sur le monde romain, mais d'une manière générale, pour appréhender ces images et réfléchir sur ces notions de propagande ou d'expression du pouvoir. Je vous donne donc quelques exemples. Je vous ai parlé beaucoup d'images, je ne vous en ai pas montré beaucoup. Je vous donne quelques exemples, et notamment, donc un peu en développant ces idées de l'article de Paul Venn, mais ce ne sont pas des exemples qu'il donne, c'est comment est-ce que donc, on va se servir le pouvoir, les différents types de pouvoir vont se servir des images allant de la propagande au faste monarchique, si on veut garder l'expression de Paul Venn. Donc en gros, les images de propagande proprement dites, stricto sensu, on ne peut les trouver précisément que dans les périodes de guerre civile. Pourquoi ? Parce que là, contrairement à un empereur en place, il s'agit où le public traditionnel ne va pas voter pour l'empereur, concrètement. Donc, en période de guerre civile, il va falloir convaincre, et là, on est dans l'image de propagande, il va falloir convaincre alors une partie des spectateurs de ces images, du bien fondé du pouvoir de celui qui a émis l'image, et en attendant une action, c'est-à-dire que ces spectateurs suivent l'émetteur de ces images dans la guerre civile. C'est pas rien. Encore une fois, c'est souvent pas uniquement une question de conviction personnelle. Il s'agit des logiques patronales, il y a toutes sortes de logiques diverses, familiales, mais dans l'ensemble, il s'agit malgré tout de convaincre que l'émetteur de l'image est légitime et le pouvoir légitime. Et donc pour ça, effectivement, on a plusieurs types d'images, mais les images à caractère religieux sont tout à fait importantes. Donc ici, vous avez pu lire la légende et vous l'aurez reconnu. Il s'agit donc d'un aureus, mais il y a toute une série monétaire. Je vous en donne qu'un exemple. Vous en donnerez un sur la diapo suivante, de Brutus, l'un des assassins de César, qui a été émis en 43 à Smyrne. Alors, je vous disais qu'on se promène un peu dans l'Empire. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous connaissez sans doute la monnaie, je ne vous l'ai pas remise, émise dans le même contexte du Pileus, de la liberté, du bonnet d'affranchi, et de 2 poignards avec écrit Ide de Mars. Donc, vous voyez, je pense, à quelle image je fais référence. Donc, effectivement, Brutus et Cassius ont, en partant en Grèce pour se préparer à la rencontre, à l'affrontement contre les Césariens, Octavien et Marc-Antoine, donc ils émettent des monnaies, plusieurs séries monétaires. Alors, pourquoi ? Bien sûr, pour payer les soldats. Les monnaies, c'est d'abord pour payer les soldats, et en particulier pendant les guerres civiles. Si vous ne payez plus, ça pose problème. Mais donc, effectivement, le discours monétaire, le discours en image sur les monnaies va être tout à fait central pour justifier du bien fondé, du pouvoir qu'ont ces personnages, Brutus et Cassius,
sur, donc, sur la légitimité de leur pouvoir, qui s'appuie notamment sur des arguments religieux, contre d'autres Romains, hein, donc contre les partisans des Césariens. Donc évidemment, c'est un enjeu tout à fait central, hein, et ces monnaies sont extrêmement riches. Et là, on peut tout à fait parler d'images de propagande. Hein. Il s'agit de convaincre ceux qui ont suivi, donc les républicains, qui ont suivi Cassius et Brutus jusqu'à la bataille de Philippe, hein, de suivre et d'aller tuer d'autres Romains. Hein. Donc vous voyez ici, alors on a des insignes sacerdotaux, hein, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, mais ils ne sont pas si nombreux, ça vaut le coup d'investir. Hein. Vous avez sur le droit, vous avez donc une espèce de cruche, un urseus, et un bâton recourbé, le litus, que vous connaissez bien. Et ensuite, en dessous, donc, celui qui a émis la monnaie, c'est Lentulus Pinter, hein, qui était augure, hein, qui a pris le parti des républicains. Et de l'autre côté, Brutus, donc, avec la hache sacrificielle, la securis, l'espèce de louche qu'on appelle le simpulum, et le couteau sacrificiel, qui sont trois des symboles des pontifes. Hein, et donc, Brutus était pontife depuis 50 avant notre ère. Donc, vous voyez que ici, c'est dans les différentes formes de rapport au religieux, à la légitimation par le religieux du pouvoir. Vous voyez ici, ça va être l'affirmation de la légitimité sacerdotale, hein, qui date d'avant la guerre civile, hein, d'avant le meurtre de César. Hein. Encore une fois, Brutus est pontife depuis 50. Donc, on voit effectivement que c'est une légitimité du pouvoir à Rome et du caractère d'expertise religieuse et donc de légitimation religieuse de ces personnages qui sont partis, qui ont assassiné le consul. Hein, il y a des violations religieuses, hein, dans le fait d'assassiner un consul, tout César soit-il, tout dictateur soit-il. Donc effectivement, c'est une affirmation tout à fait importante. Je vous mets simplement quelques parallèles, mais je vois que je parle beaucoup, donc je vais un tout petit peu accélérer. Je vous mets, donc là, vous retrouvez en haut à gauche la monnaie qu'on vient de regarder en détail. Hein. Donc il y en a toute une série. Hein, vous voyez, également, alors, frappé par Cassius, hein, mais dans le même contexte. Hein, et donc, au droit, une tête de Libertas, hein, et au revers, donc vous retrouvez le simpulum, la hache, la securis, hein, et le trépied delphique, hein, qui est le signe des Quindecembiri Sacris Facundis, les collèges des 15 hommes pour faire les sacrifices, c'est-à-dire en particulier pour consulter les livres sibyllins, hein, donc qui était un sacerdoce qu'avait endossé Cassius. Donc vous voyez que à eux trois, hein, ils occupent la plupart des magistratures. Et donc vous voyez que il y a la logique immédiate, bien sûr, de légitimation de leur pouvoir, qui est évidemment contesté à ce moment-là. Encore une fois, hein, l'atelier, vous voyez, c'est un atelier oriental en 42, donc avant la bataille, bien sûr, de Philippe. Et donc, ça veut dire qu'ils ont frappé sur place. Hein, ils ne sont pas à Rome, mais ils continuent de frapper. Et donc, encore une fois, monnaie. Hein, et donc, ces images sont tout à fait essentielles pour comprendre cette logique propagandiste. Hein. Et donc, de l'autre côté, évidemment, il y a une allusion à ce qui avait été fait avant. Alors, César, lui-même, ce n'était pas de la propagande ce qu'il faisait, hein, puisqu'on n'est pas dans un contexte de guerre civile à ce moment-là, en tout cas. On n'est plus dans un contexte de guerre civile. Donc, il n'a plus à convaincre, il n'a pas tellement à convaincre les Romains, puisque une fois qu'il s'est débarrassé, autant pour la première monnaie, on a encore Pompée, la seconde, on ne l'a plus, Pompée n'est plus là. Et donc, effectivement, on voit que César a joué de cette forme de légitimation, où là, il a accumulé les symboles de son grand pontificat. Hein, vous savez qu'il est grand pontife depuis 63 avant notre ère. Hein, donc, vous retrouvez le simpulum, la hache, hein, la securis, et en plus, vous avez l'aspergillum, hein, donc un aspersoir, et le
galet rousse avec l'apex, le bonnet des flamines, puisque le grand pontife a autorité sur les flamines. Donc tout ceci veut dire César est grand pontife, et il a cette autorité-là. Donc éventuellement, on peut encore parler de propagande parce qu'on est dans ce contexte particulier de la guerre civile contre Pompée. En revanche, en 46, le contexte n'est plus le même. En revanche, vous voyez, ici, on a donc vous retrouvez le Lituus, l'Urceus, l'Aspergillum et le Symphulum, donc la louche, l'aspersoir qui le caractérise comme Pontifex Maximus, et la cruche et le bâton courbé qui le caractérise comme augure, puisqu'il rejoint le collège des augures en 47. Donc là, on est plus du côté informatif, si vous voulez, ou à défaut d'informatif, en tout cas commémoratif d'une nouvelle donne religieuse. Non seulement il est pontife Maxime, mais en plus, il est grand pontife, mais en plus, il est augure. Et donc l'année suivante, effectivement, c'est commémoré sur une cérémonie militaire. Et donc quand nos Brutus et Cassius, vous voyez, émettent ces différentes images, on a bien sûr aussi une allusion. C'est à la fois ils garantissent leur légitimité, mais ça entre en discussion avec César. Était-il légitime, et donc a-t-on bien fait de l'assassiner? Petite hypothèse, ça je ne sais pas, je n'ai rien lu sur la question, mais petite hypothèse, le fait que parmi les différents symboles, le couteau sacrificiel qui existe, ce n'est pas une innovation, ait été mis et fasse écho à cette monnaie dont je vous parlais avec les îles de Mars, où on voit le couteau qui a assassiné, un des couteaux qui a assassiné César, n'est peut-être pas complètement anodin. Donc vous voyez ici, effectivement, on a tout un discours complexe. Alors, on va toujours se poser la question qu'on posait initialement avec Paul Venn, c'est-à-dire entre le spectateur idéal qui comprend tout, qui regarde en détail, qui comprend toutes les allusions, les jeux d'écho, et l'intention donc de convaincre les républicains de suivre Cassius et Brutus, et les spectateurs réels qui sont contents d'avoir leur paye et qui vont regarder plus ou moins en détail. On a des textes qui montrent que les Romains aimaient bien regarder leurs pièces. Mais voilà, là aussi, il faut moduler, mais d'une manière générale, malgré tout, on peut imaginer que ces pièces étaient, alors elles étaient accessibles, là pour le coup, il n'y a pas de problème de lisibilité, de visibilité comme avec la colonne de Trajane. On pouvait prendre le temps de les regarder, et les symboles normalement étaient suffisamment clairs pour qu'une partie du message, au moins la légitimité sacerdotale, soit bien explicitée. Après, est-ce que le parallèle avec l'ensemble du corpus était accessible à tous? Sans doute pas. Et là aussi, il faudrait moduler entre les Aurei, les Argentarii, etc. Donc, en tout cas, je pense que vous avez compris le principe. Et je finis cette petite série avec donc ce qui se passe par la suite. Alors, il y a beaucoup d'autres images faisant allusion au sacerdoce des personnages au pouvoir. Et vous voyez, on avance un peu dans le temps. On a une monnaie d'Auguste en haut. Vous voyez, c'est écrit, il y a son portrait, vous l'avez reconnu, il y a sa chevelure caractéristique, etc. Il n'y a aucun doute. Le triumvir monétaire, c'est Caius Antistus Reginius, qu'on connaît aussi par ailleurs. Et donc, vous voyez qu'on a 4 symboles sacerdotaux. Le Symphulum, que vous reconnaissez à nouveau, qui veut dire pontife, le Litus, qui veut dire augure, le trépied delphique, qui veut dire membre des Queen de Cambir Sacris Facundis, ceux qui consultent les livres sibyllins, et donc celui-ci qu'on n'a pas encore vu, la pater, qui est le bol, si vous voulez, pour faire des sacrifices, et qui, ici, représente le 4e collège sacerdotal, les septemvirs épulons, ceux qui sont en charge d'organiser les banquets. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Auguste, alors, cette monnaie est datée de 13 ou 12 avant notre ère, c'est-à-dire de la mort, donc quelques temps qui ont suivi la mort de Lépide, qui était grand pontife, et donc c'est le moment où Auguste peut endosser
cette magistrature sacerdotale. Donc, il avait attendu sagement la mort de l'épître pour prendre sa place de grand pontife. Hein. Et donc, en tant que tel, eh bien, il est membre des 4 collèges sacerdotaux, hein, et ce qui va devenir une généralité de tous les empereurs, hein, qui vont être membres surnuméraires de tous les collèges sacerdotaux. Ici, vous avez un aureus de Néron, hein, où vous retrouvez exactement les mêmes 4 symboles. Donc, vous voyez comment, d'une image de propagande, peut-être la première monnaie de César, ensuite image informative, ça redevient une image de propagande pendant les guerres civiles avec Cassius et Brutus, et ensuite, Auguste récupère ce discours en disant « la légitimité sacerdotale, je l'ai », et les empereurs successifs adopteront également. Donc, ça ne sera plus l'objet d'une opposition, si vous voulez, d'image de propagande. Il faudrait vérifier sur l'année des 4 empereurs, sur les différentes guerres civiles qui vont suivre. Hein, je vous laisse la charge d'aller vérifier ça. Mais malgré tout, on rentre dans cette norme. Hein, je vous parlais, en commençant avec Joe Biden, de cette question de la norme. Hein, effectivement, ça va être normal que l'empereur fasse signe de ces quatre sacerdoces. Pour autant, entrer dans la norme ne signifie pas ne plus rien dire du tout. On n'est pas dans la propagande, on est bien sûr dans de la manifestation du pouvoir impérial, mais en même temps, vous voyez ici, sur cet aureus de Néron, il est daté des années 50-54 de notre ère, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore empereur, on est encore sous Claude. Hein. Et vous voyez que eh bien, Claude fait entrer son successeur pressenti donc dans ces collèges sacerdotaux en surnuméraire. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a un contenu informatif ici. Il va montrer que, alors, à la fois Néron, prince de la jeunesse, avec Drusus Germanicus, donc sont tous les deux des héritiers potentiels. Ils entrent dans la course à l'imagerie et à l'imaginaire et donc au dispositif de préparation de la succession, et donc avec cette légitimité religieuse. Donc vous voyez effectivement comment une image se transforme progressivement. Alors, j'ai parlé trop longtemps, c'est ce qui est très mal. Donc, ce que je vous propose, je vous mets simplement. J'avais un autre dossier que je voulais un peu vous développer, mais je ne vais pas avoir le temps de le développer. Donc, ce que je vous propose, c'est de simplement vous dire, donc de vous montrer une direction pour reposer la question différemment. Donc là, c'était un exemple avec les collèges sacerdotaux. J'ai pris pas mal d'images de monnaie parce qu'effectivement, l'émission monétaire, on voit bien peut-être plus facilement que d'autres types d'images. Bon, alors évidemment, qui sont les émetteurs, ça c'est les commanditaires, ça c'est extrêmement clair, et aussi qui sont les destinataires. Je vous montre simplement ce dossier sans le développer, mais si vous voulez qu'on en parle pendant la période de questions, ce sera volontiers. Où vous voyez donc effectivement ces monnaies émises. Donc, alors là, on est entre deux guerres civiles, hein, par Marc-Antoine, vous voyez, en 39. Hein, donc, on est donc les césaricides, leur sort est réglé, Sextus Pompée, son sort est réglé, donc on n'est pas encore officiellement en guerre contre Octavien. Et donc, vous voyez effectivement une émission monétaire, deux émissions monétaires de Marc-Antoine, mais dans le monde grec. Là, on n'est pas sur des monnaies à destination de Romains, même si c'est écrit en latin. Ce sont des tétradrachmes, hein, donc des types de monnaies grecques, qui sont un type connu dans le monde hellénistique, c'est ce qu'on appelle des cystophores, parce qu'ils portent des corbeilles, des cystes, kysta, ça veut dire corbeille, et notamment, donc il y a toute une série de ces monnaies grecques qui viennent du monde macédonien au départ, avec donc la cyste mystique, c'est-à-dire la corbeille religieuse de Dionysos, des serpents qui en sortent, vous voyez, on les voit peut-être mieux ici, hein, et ici vous avez Dionysos lui-même sur la cyste, hein, en train de faire une libation, qui s'appuie sur son thyrse, hein, et voilà, ici vous avez une variation, hein, vous avez toujours la cyste des serpents, et à la place de Dionysos, on a le portrait, enfin un portrait d'Octavie. Hein. Octavie ici, donc la sœur d'Octave.
Octavien, à cette période. Ici, on a le couple, Marc-Antoine et Octavie. Vous savez bien sûr qu'ils étaient mariés et il attendra 32, je crois, pour la répudier, hein, alors qu'il était avec Cléopâtre depuis longtemps. Donc, évidemment, ici, il s'agit de dire qu'on a un soutien divin particulier de la part de Marc-Antoine dans sa logique politique d'alliance avec Octave, donc soutien de Dionysos, hein, par ce type de monnaie qui est extrêmement clair. Hein. Donc c'est le couple, Marc-Antoine et Octavie, qui sont soutenus par Dionysos comme des relations privilégiées. Hein. Vous voyez ici, c'est encore accentué par le fait que le portrait de Marc-Antoine, qui au passage a un diadème hein, sur les cheveux, hein, vous voyez ici, hein, est entouré d'une couronne de pampres et de lierre, hein, donc qui est tout à fait dionysiaque aussi. Hein. Donc on voit effectivement qu'on a une protection particulière de la part de Dionysos dans le monde grec. Hein. Le principe d'avoir une divinité protectrice, c'est tout à fait courant dans le monde romain. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'était cet aspect donc, qui précède ce qu'on verra plus tard avec l'apparition du culte impérial avec les empereurs divinisés. Effectivement, c'est la divinisation de leur vivant des membres du pouvoir. Ce qui est intéressant, mais simplement, je ne vais pas le regarder en détail, hein, mais je vous mets simplement ici en toile de fond, c'est que Antoine, avec Octavie, s'est fait représenter en Dionysos, en nouveau Dionysos, en Néos Dionysos, à Athènes. Et donc, effectivement, ce n'est pas un processus auquel, initialement, on se dit, bon, on a en tête l'imaginaire qui a beaucoup plus marqué de Antoine, nouveau Dionysos, et Cléopâtre, nouvelle Isis ou nouvelle Aphrodite, suivant les cas, à Alexandrie. Vous avez le Plutarque, les vies inimitables, ils se déguisent en dieu, et voilà, dans leur démesure, dans leur hubris, qui ont fait détester Antoine par les Romains, nous dit la Doxa. Effectivement, on a ce rapport au religieux où on passe d'une protection divine à une identification divine avec un dieu particulier du vivant hein, de ces personnages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas forcément d'Alexandrie. On voit qu'avant ça, à Athènes, en 39, hein, on a ce témoignage hein, qui montre que de Sénèque le rhéteur, hein, qui montre que Antoine donc, est arrivé avec Octavie à Athènes en disant « je suis le nouveau liber pater ». Et les Athéniens, c'est ça qui m'intéresse en particulier, vinrent au-devant de lui avec leurs femmes et leurs enfants et le saluèrent du nom de Dionysos. Hein. Donc, et je finis la phrase et je m'arrêterai sur le commentaire de cette citation. Tout aurait été bien pour eux si l'esprit attique s'en était tenu là. Ils sont witty, les Athéniens. Mais ils dirent qu'ils lui promettaient en mariage leur Minerve, Athéna, bien sûr, et lui demandèrent de l'épouser. Là, c'est quelque chose que les Athéniens connaissent bien. Pisistrate, au VIe siècle, il avait déjà fait le coup de rentrer dans Athènes en char avec Minerve à ses côtés. Antoine dit qu'il y consentait, mais que comme dot, il leur imposait une contribution de 1000 talents. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a dans ce passage? On montre que, vous avez parlé des mises en scène, hein, vous voyez que les images sont un reflet de ces manifestations spectaculaires dont on peut avoir trace par quelques textes, mais malheureusement pas suffisamment. On voit donc Antoine déguisé en Dionysos qui entre dans Athènes, et ça n'est pas du tout choquant à Athènes. Ça, bon, c'est un classique de dire que dans le monde grec, hein, le culte impérial s'est bien implanté, le fait de diviniser des héros, les Grecs sont habitués, mais à Athènes même, hein, effectivement, il n'y a aucun souci pour alors, jouer le jeu, j'allais dire. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une mascarade? Est-ce que les gens y croient ou pas? Ce qu'on voit, c'est que les Athéniens, ils disent bah, très bien, bienvenue, nouveau Dionysos, et on te propose Athéna en mariage. Évidemment, c'est pour Athènes, Athéna, c'est tout à fait essentiel, c'est-à-dire que pas de problème
pour mettre en scène le pouvoir de Rome, hein, bien sûr, ce n'est pas de Marc-Antoine tout seul, c'est le pouvoir de Rome sous la forme d'une incarnation religieuse. Hein. Dans le monde grec, c'est tout à fait admissible. C'est dans le monde romain que ça va poser problème, et c'est pour ça qu'on va inventer la divinisation, les dioïs, etc. Et ce qu'on voit effectivement par la chute de ce texte, hein, c'est que Marc-Antoine dit très bien, divinisez-moi effectivement au moins dans cette mise en scène. Par contre, le pouvoir, je vous rappelle, c'est pas juste honorifique, c'est aussi financier. Hein. Le pouvoir de Rome, c'est vous me donnez de l'argent. Hein. Donc, vous voyez que comment, effectivement, cette mise en scène du pouvoir, et ce n'est pas que le pouvoir qui le coordonne. Vous voyez, dans cette question de la réception, vous voyez que les récepteurs, ici les Athéniens, peuvent être acteurs aussi consentants, parce qu'eux-mêmes, ils trouvent des intérêts, bien sûr. Ils espéraient peut-être ne pas devoir payer une taxe exceptionnelle. Mais donc, vous voyez, donc, dans ces jeux de mise en scène, hein, donc, qu'elles soient matérialisées par des images fixes, commémorant des idées, commémorant des normes, hein, on va avoir des variations extrêmement intéressantes. Et à chaque fois, si vous faites jouer ce triangle, alors encore une fois, l'artiste, vous n'êtes pas historien d'art, et de toute façon, ça s'y prête mal parce qu'on ne connaît pas ces artistes, mais faites jouer cette articulation entre le commanditaire et les spectateurs pour voir effectivement quel acte de communication, qui peut aller dans les deux sens, hein, bien sûr, dans le cas d'une interaction spectaculaire comme celle sur laquelle je viens de terminer, qui peuvent être extrêmement intéressantes et utiles à suivre. Voilà, je vous propose de m'arrêter là pour garder du temps pour les questions. Et donc, je vous remercie alors de votre attention. C'est difficile à dire à distance, mais en tout cas, j'espère que j'aurai été claire. Alors, merci Stéphanie Villers pour votre intervention. Alors, je tiens à m'excuser parce que j'ai eu une coupure d'Internet sur Nancy et donc du coup, je craignais que la conférence ne s'arrête, mais j'ai pu constater qu'au final, non, il n'y a pas eu d'arrêt de conférence. Il y a juste eu l'arrêt de l'enregistrement pendant 5 minutes, donc j'ai pu reprendre un deuxième enregistrement dès que j'ai pu me reconnecter. Donc, je m'excuse auprès des participants où il y aura 5 minutes de coupure dans l'enregistrement. Voilà, donc merci pour cette conférence. Donc, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, deux moyens, soit vous avez un micro, vous signalez dans le chat et je vous ouvre votre micro, comme ça vous pourrez poser la question directement, ou alors vous posez la question dans le chat et Stéphanie Villers y répondra en direct. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions. Avec la coupure d'enregistrement, c'est typique de l'histoire ancienne, il y a toujours des trous. Il faut toujours couler les trous. Désolé. Là, moi, j'avais une question. Alors, peut-être que vous l'avez évoqué dans votre exposé. Est-ce que, suivant les événements, il y a des préférences pour tel ou tel support de communication, entre guillemets? Oui. Ben, en fait, alors, les monnaies ont un statut à part parce qu'effectivement, dans les périodes de guerre civile, il faut payer les hommes. C'est aussi concret que ça, donc c'est immédiat. Après, ce qu'on voit, c'est que donc globalement, les pouvoirs qui restent en place relativement longtemps, alors c'est plus facile de raisonner sur l'Empire parce que les magistrats sous la République ont tendance à plus tourner ou évoluer dans leur cursus honorum ou leurs différentes variations. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'on a tous les supports qui sont convoqués quand il y a le temps de le faire. Ce qui est intéressant pour répondre partiellement à votre réponse, c'est de voir sur les périodes de guerre civile suffisamment longues, donc pas dans le cas de Brutus et Cassius, mais par exemple dans l'année des 4 empereurs, on voit par exemple que Othon, hein, c'est pas le plus connu, il n'est pas resté très longtemps, je crois qu'il est resté 3 mois, de janvier à mars, peut-être avril, début avril 69, hein,
Eh bien, donc, il a des monnaies, mais immédiatement aussi, il se fait faire des portraits, hein, et il essaye de diffuser ses portraits. Donc, en 3 mois de règne, c'est une des choses immédiates qu'il fait. Et précisément, alors, est-ce qu'on est justement, il s'installe dans une position où il se pose alors, quel acte de communication? On n'est plus dans la propagande, techniquement, parce que ces portraits ne sont pas à destination de gens qui vont le suivre ou ne pas le suivre. Ils sont à destination de gens qui vont recevoir son image sur le Forum de Rome et ensuite sur les différents forats de l'Empire. Donc, effectivement, c'est de l'information. Le nouvel empereur, c'est lui. Il a ces traits-là. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il a les traits qui sont très proches de Néron. Hein. Ça veut dire que sa forme de légitimation, c'est de dire je suis le successeur du dernier Julio-Claudien, qui va un petit peu à contre-courant de la légende noire de Néron, hein, si ce genre de propagande, enfin pas de propagande surtout pas, si ce genre d'image et en tout cas de filon légitimement était possible, c'est que la plupart des Romains n'avaient pas forcément un souvenir aussi mauvais de Néron. Donc voilà, donc en tout cas, c'est effectivement en tout cas, c'est vraiment, on le voit justement, c'est par un jeu d'échelle extrêmement, extrêmement intéressant, notamment sur tout ce qui est la glyptique, hein, si vous pensez à l'imagerie augustéenne qu'on connaît assez bien, qui est restée longtemps aussi au pouvoir. On a donc ces bijoux en pierres semi-précieuses où on va avoir le portrait de l'empereur ou du prince, des enjeux dynastiques, etc. Où là, évidemment, ce n'est pas destiné à être montré à tout le monde, loin de là. Hein. C'est des cadeaux qui sont offerts par le prince ou la famille du prince. Souvent, ça va être Livie qui va essayer de fourguer son Tibère, donc qui va mettre en image des légitimations depuis le Divus Iulius jusqu'à Tibère. Donc effectivement, là, c'est pour parler à l'aristocratie à qui on offre ce genre de bijoux et qui va le montrer dans un cercle extrêmement restreint, mais peut-être influent. Peut-être qu'il faut peut-être convaincre plus que le peuple. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est à chaque fois de s'intéresser à ce type de réception. Hein. Voilà. Très bien. Alors, on a 2 questions, donc merci pour votre réponse. On a 2 questions sur le chat de Emmanuel. Donc, quelle fonction attribuer à une statue telle que celle de la Prima Porta et quelle action Auguste attendait-il auprès des spectateurs? Alors, deux questions larges. Alors, sur la statue de Prima Porta, alors, ça dépend de laquelle vous parlez. Celle de Prima Porta même, elle était dans la villa de Livy, Prima Porta. Hein. Donc ici, c'est comme ce que je viens de dire sur la glyptique, sur la gemme augustéenne, hein, par exemple, ou le grand camée de France. Donc effectivement, c'est pour les gens qui viennent chez Livy. Donc il y a quand même du monde qui passe chez Livy, mais ça reste l'aristocratie importante, qui va, donc le cercle assez proche hein, de Livy et de Tibère ensuite. Hein. La statue de Prima Porta est sans doute postérieure à la mort d'Auguste. Hein. En revanche, c'est une copie en marbre d'un premier modèle en bronze qui était sur le forum. Hein. Donc, le modèle initial, il était à destination de tous. Hein. Mais c'est un peu la même logique que quand on a un portrait impérial qu'on va reproduire. Hein. Vous savez, vous avez ces fameux ces types, les répliques, vous avez plusieurs sous-catégories, etc. Il y a un type officiel et ensuite qui va être reproduit un peu partout. Hein. Donc du coup, l'original, il était à destination, j'ai envie de dire, universelle. L'exemplaire de Prima Porta en marbre, il était à destination de Livy et des gens qui veulent fréquenter Livy, c'est-à-dire quelque chose de très large. Hein. C'était la mère de Tibère, la mère de l'empereur, bien sûr. Hein. Donc, voilà, donc porté relativement élitiste dans le cas de la statue de Prima Porta proprement dite, portée beaucoup plus universelle et a vocation à être recopiée sur l'original en bronze. L'autre question, rappelez-moi sur Auguste. Donc, quelle action Auguste en attendait-il auprès de ses spectateurs? Alors, là-dessus, effectivement, là-dessus, je vais encore me servir de Paul Venn, parce qu'il finit sa conclusion, c'est sur Auguste, où il dit c'est ni de la propagande, ni du faste monarchique. Hein.
Le phase monarchique, c'est les empereurs ensuite qui se montrent comme empereurs. Auguste, comme il est dans cette période de transition, effectivement, alors on n'est plus dans de la propagande parce qu'il n'y a plus de guerre immédiate, et il ne veut pas convaincre les Romains, ni l'élite qui est pas forcément très convaincue, ni le peuple qui se dit que la fin des guerres civiles, c'est bien et donc on s'arrête là et ça ira. Donc en réalité, il n'est pas dans une logique de conviction. En revanche, il est dans une logique d'invention d'un nouveau langage et d'un nouveau régime, le Principat. Et les images, elles participent de ça en disant que, en fait, il invente par ces images une nouvelle place, enfin, pas seulement par les images, mais les images en tout cas en témoignent, invente une nouvelle place, et alors que Paul Venn, en se basant sur les idéotypes de Max Weber, qualifie de charismatique, et qui dit dans le cas d'Auguste, ce sont des images avec un pouvoir charismatique, c'est-à-dire qu'il faut manifester, donc pas convaincre, mais manifester aux yeux de tous que le prince est donc non seulement est légitime, mais surtout va, par sa personne, mais pas par le pouvoir qu'il incarne, qui n'existe pas encore. C'est pas encore un pouvoir monarchique bien caractérisé, donc plutôt par une apparence de préservation des institutions républicaines menée par ce personnage charismatique, il va pouvoir emmener les Romains vers un présent et un avenir meilleur. Et c'est tout le développement de l'âge d'or, de la paix bien sûr, mais aussi de l'âge d'or. Pas un âge d'or qui viendra une fois que l'âge de fer sera terminé, un âge d'or ici et maintenant. Donc c'est un peu le tour de force qu'il parvient à faire. Et donc, si vous voulez, il définit, alors encore une fois, ça n'a pas été prémédité, il l'a fait au fur et à mesure avec des tâtonnements sur son long règne, mais donc il est sorti de la logique propagandiste alors tous les opposants qu'il a eus depuis les Césaricides jusqu'à Marc-Antoine, en passant par Sextus Pompée. Donc il est sorti de cette logique de guerre et il a inventé un nouveau langage, et ce qui a marqué surtout l'historiographie et sans doute les Romains de l'époque, et c'est peut-être ça le message qui est le mieux passé, c'est que, vous savez, il a trouvé il a trouvé une Rome de briques et il a laissé une Rome de marbre. Eh bien, c'est que grâce à lui, on passe à une autre échelle de pouvoir. Et encore une fois, grâce à lui, c'est cette dimension charismatique. Donc, c'est la République romaine qui, grâce à son, alors, on ne va pas l'appeler leader charismatique, mais grâce à son princeps, va commencer à rayonner. Donc, vous voyez que, alors, encore une fois, il faut distinguer la population de Rome, l'aristocratie romaine qui sort des guerres civiles, beaucoup sont morts, il y a eu une proscription pas si longtemps avant, et puis le pouvoir romain, vous parlez d'Athènes avec Marc-Antoine, pour Athènes, que ce soit Marc-Antoine ou Auguste, ça reste le pouvoir romain. Donc vous voyez qu'en réalité, il faut décliner à chaque fois, il n'y a pas une réponse unique pour dire qu'est-ce qu'il attend de ces images, ça dépend où, ça dépend quel type d'image, et ça dépend quand aussi, puisque son règne est tellement long aussi que, voilà, si vous prenez les premières images d'Octave juste à la mort de César, ou ses portraits après sa mort comme prima porta, évidemment, vous avez une évolution qui ne permet pas de donner une réponse unique. Voilà. Alors, nous avons deux questions, une question chat, une question micro. Donc, on va commencer par la question chat. Donc, au niveau de la propagande, donc c'est une question de Cristal. Caligula qui a voulu imposer sa statue au sein du temple de Jérusalem, ne serait-on pas dans une forme de propagande de la part de l'empereur? Alors, si on suit Paul Venn, après vous n'êtes pas obligé de suivre Paul Venn, je vous ai dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, ça permet de poser la question. Caligula, en tentant de mettre son effigie dans le temple de Jérusalem, il ne veut pas convaincre les Judéens qu'il est légitime ou que c'est lui qui a un pouvoir particulier. Il ne veut pas les convaincre. Il leur dit le pouvoir romain, ça passe par l'effigie de l'empereur,
Et donc, vous allez l'accueillir dans votre lieu religieux comme les autres. Hein. Vous voyez, ce n'est pas de la conviction, c'est un passage en force qui récuse le particularisme qui avait été négocié initialement par le Temple de Jérusalem, par les prêtres du Temple de Jérusalem, mais on est plutôt dans l'imposition d'un pouvoir que dans une stratégie de conviction. Vous voyez. Donc après, je ne sais pas si je réponds assez clairement, mais je ne qualifierais pas ça de propagande. Très bien. Alors, nous allons passer à la question de Tarek. Donc, je vais lui ouvrir son micro. Bonsoir. Bonsoir. Bah, allez-y, Tarek, c'est bon. Bonsoir. Du coup, j'avais une question. Finalement, vous avez beaucoup parlé de la mise en scène du pouvoir par les princeps, mais qu'en est-il des pouvoirs intermédiaires à d'autres échelles? Est-ce que leur mise en scène du pouvoir, c'est une déclinaison de ce qui se fait à Rome, ou est-ce qu'ils mettent en place des stratégies très différentes? Alors, quand vous parlez des autres types de pouvoirs, vous parlez par exemple des magistrats locaux dans les provinces? Oui, exactement. D'accord. Alors là aussi, il n'y a pas de réponse uniforme, hein, mais on a les mêmes logiques, c'est-à-dire qu'on a des normes, hein, et après, donc, on va avoir des variations sur les normes. Et ces normes sont évolutives en fonction, bien sûr, de la mise en place du pouvoir. Mais globalement, quand on voit les mises en place du pouvoir dans un temple en province, on va avoir effectivement une hiérarchie entre les images divines, qui peuvent venir de Rome si on met un Capitolium à Touga, par exemple, évidemment, ce sera un peu varié. On aura les images des diwi, hein, qui vont s'articuler avec les images des dieux, hein, avec une hiérarchie, et on va avoir les images des magistrats locaux, des élites locales et bergètes, qui vont se mettre en place également dans ces dispositifs, avec toujours une hiérarchie et un côté de modèle également, hein, effectivement. Donc, ce qu'il y a, c'est que, et globalement, ces images sont très normées et donc tranquillement évolutives, on va dire. Hein. C'est-à-dire que sous l'Empire, les évolutions peuvent varier les évolutions stylistiques peuvent varier, mais il n'y a pas tellement d'évolution dans la nature de l'expression du pouvoir, je crois. Hein. Donc on a effectivement des évergètes, des magistrats qui se font représenter aux côtés d'eux, avec toute hiérarchie, toute organisation. Quelquefois, elles peuvent être beaucoup plus visibles dans les questions de mise en scène, c'est tout à fait notable aussi. Hein. Quelquefois, on peut avoir un évergète local qui est beaucoup plus visible, sa statue est beaucoup plus mieux mise en évidence sur le forum qu'un portrait du dernier Dimus qui est un peu remisé dans un Caesareum. Hein. Donc, effectivement, là, il faut faire du cas par cas et regarder effectivement quand on peut, hein, parce que malheureusement les statues sont plus tellement en place, hein, mais on peut effectivement voir quelquefois une hiérarchie bien respectée dans la localisation, dans la nature des matériaux, etc. Et une visibilisation qui inverse complètement cette logique hiérarchique. Et le magistrat local peut être beaucoup plus manifeste dans son pouvoir que le lointain empereur divinisé au fond du temple du culte impérial. Donc c'est vraiment, il faut faire du cas par cas. On ne peut pas tellement généraliser. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Il n'y en a pas d'autres. Je vais en profiter, moi, pour en poser encore une. Alors, je sors un peu du cadre de la question, peut-être, mais est-ce qu'on sait s'il y avait une fidélité du pouvoir par rapport aux artisans? Est-ce qu'on sait s'il y a une continuité, si c'est toujours les mêmes artisans qui travaillent pour la même personne, ou est-ce que c'est pas... Alors c'est une vraie question. Il se trouve qu'on connaît très mal les artisans. Alors, il y a quelques stars. Donc, je vous parlais de la glyptique. Donc, il y avait Dioscorides qui a travaillé pour Auguste, pour Tibère, etc. Lui, on sait qu'il les a tous faits et donc il avait sans doute son mot à dire dans la conception de ces images, hein, très clairement. Hein. On a donc quelques stars. On a un des peintres de la Domus Aurea, un des peintres d'Auguste aussi, qui s'appelait Studius. Dans la Domus Aurea, c'était Famulus. On a quelques artistes comme ça, mais globalement,
ceux qui faisaient les portraits impériaux, ils étaient pas, on ne sait pas exactement qui ils étaient. Donc, autant on voit qu'ils ont une culture visuelle extrêmement forte. Hein, c'est pour ça que je disais qu'il y avait aussi des questions de tradition artistique locale, de techniques de matériaux, etc. Voilà. Et après, donc, pour la colonne Trajane, qui est-ce qui a fait les cartons et qui est-ce qui a fait les images elles-mêmes, ça, on n'en sait strictement rien. On connaît un peu plus les architectes, mais vraiment les imagiers, les sculpteurs, on les connaît mal. Donc, encore une fois, il y a quelques noms qui ont été transmis, mais ce n'est pas ceux qui faisaient les portraits des empereurs. Hein. Donc, on sait que c'était validé par le pouvoir, mais quelle était la liberté donc de proposition des artisans qui venaient souvent du monde grec, qui pouvaient dire ah bah, tiens, ça, à Athènes, on fait comme ça, c'est très chic, etc. Bon, on voit les modifications stylistiques, hein, avec Auguste qui revient à un néoclassicisme qui fait vraiment penser à Athènes, etc. Donc il y a un vrai enjeu, mais on manque de sources là-dessus. On a des grosses lacunes de sources, hein, sur ces questions-là. Ce qu'on voit par les historiens d'art peuvent voir que par contre dans les provinces, hein, effectivement, il y a des reproductions plus ou moins bien faites du prototype initial. Hein, et donc, quelquefois, ça peut être extrêmement bien fait, quelquefois, c'est un peu plus maladroit. Donc, effectivement, les situations dans les logiques de reproduction peuvent être assez variées. Mais ceux qui conçoivent initialement, donc ce qui nous intéresse, le commanditaire, effectivement, on ne sait pas quelle est la part prise et sans doute certains empereurs avaient, ou certains magistrats sous la République, hein, avaient un intérêt plus particulier que d'autres. Hein. Il y en a qui, on sait que oui, Caligula travaillait son image, travaillait son regard, etc. Il y avait des choses effectivement qui peuvent. On sait qu'Adrien lui s'intéressait beaucoup à l'architecture. Alors, il y a eu tellement de portraits d'Adrien, de types de portraits d'Adrien, que vu son intérêt pour l'architecture et les décors en général, il devait avoir un mot assez direct sur l'élaboration de ces différents types de portraits. Encore une fois, qu'il a beaucoup adapté, beaucoup plus que d'autres empereurs qui le faisaient un peu plus lointaine, de façon un peu plus lointaine. Donc mais je ne peux pas répondre tellement plus directement, malheureusement. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Visiblement non, pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va clôturer la soirée. Donc, merci beaucoup Stéphanie Wheeler pour votre conférence. C'était très, très, très intéressant. Ah, il y a une question. Pouvez-vous rappeler le titre de l'ouvrage de Paul Venn? Alors, donc, l'article, il a été écrit 3 fois, mais si vous prenez le dernier, c'est dans son volume L'Empire gréco-romain de 2005. Hein, c'est un des chapitres de ce volume. Voilà. Mais sinon, le premier de 1990, vous le trouvez en ligne, hein, c'est dans la série, dans la revue L'Homme de 1990. Et le deuxième, je ne sais pas si on le trouve en ligne ou pas. Mais, de toute façon, il y aura les titres sur le diaporama, puisque la conférence est enregistrée. Hein, donc, les participants pourront retrouver les titres facilement. Donc, merci beaucoup. Donc, je tiens à signaler que j'ai publié un questionnaire sur le chat. Donc, c'est pour le public. C'est une sorte de questionnaire de satisfaction pour nous permettre de nous améliorer. Donc, merci encore une fois Stéphanie Wheeler. Merci d'être venue pour Histoire d'en parler. Donc, pour la poursuite de cet événement, donc on se donne rendez-vous le lundi 25 janvier, donc lundi prochain à 18 h, avec Chloé Andrieux pour une conférence qui s'intitule « Le collapse Maya, hypothèse, débat et malentendus sur l'abandon rapide des cités des Basses-Terres au 8e siècle, 9e siècle de notre ère ». Donc voilà, merci beaucoup à tous. Passez une bonne soirée. Merci Stéphanie Wheeler et puis à bientôt.